Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ce live dédié à Microsoft Fabric et Power BI. Bonjour Mickaël, bonjour Marc, comment allez-vous? Bonjour à toutes et à tous, ça va super Enzo, merci, et toi? Ça va super, salut Marc. Hello, bonjour à tous, ça va également super. Ben écoutez messieurs, merci beaucoup de m'accorder un peu de votre temps entre midi et deux pour terminer, clôturer cette demi-année déjà et de bien démarrer des vacances d'été. C'est déjà demain. Et on a voulu aujourd'hui se retrouver et se rassembler pour parler justement du sujet qui nous anime tous, je pense, depuis quelques mois, voire maintenant quelques années, la notion de l'IA. L'IA qui est de plus en plus présente au sein de Power BI de Fabric. Et on voulait faire un pas de côté pour justement constater tout ce qui est sorti depuis tous ces derniers mois, toutes ces années, dans nos outils préférés, et de faire un peu de démêler de tout ce qu'il y a de disponible, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et vous le verrez, on vous a préparé des démos, des présentations. Comme d'habitude, le live se veut interactif. Et la première question qu'on va vous poser, c'est est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Mickaël était un peu frustré d'avoir baissé sa qualité de caméra, donc vous le verrez pas aussi bien que d'habitude. Mais voilà, si vous pouvez juste nous dire dans le chat si tout va bien. Je vois qu'on a déjà Corentin qui est là, toujours présent. N'hésitez pas aussi à nous dire s'il y en a qui nous écoutent depuis la plage, au bord de la mer, avec un cocktail, pour nous donner envie. Pour bien me faire marronner, ça serait bien. Ok, je vois que ça réagit, c'est bon. Je pense qu'on nous entend bien. Écoutez, on va démarrer tout de suite. Le but, c'est qu'on puisse pas vous prendre non plus trop de temps, Mickaël et Marc, mais aussi qu'on puisse être efficace pour les personnes qui sont inscrites, qui sont présentes. Et je vous propose qu'on se fasse un petit tour de table très rapide de qui on est et qu'est-ce qu'on fait. Bon, Mickaël, tu es connu comme le loup blanc maintenant dans la communauté, mais si tu peux te représenter et nous dire ce que tu fais. Tout à fait.
Alors, pour ma part, c'est Michael Altundas. Je travaille en tant que data ingénieur / data architecte sur tout l'écosystème Microsoft Fabric et Azure également. Voilà, je partage pas mal de contenu sur les réseaux sociaux, sur YouTube également, donc n'hésitez pas à me suivre si jamais vous souhaitez en apprendre davantage sur Fabric, sur les nouveautés. Et voilà, très content d'être ici avec vous. Oui, puis un petit podcast aussi où tu Tout à fait. donnes la parole aux personnes pour qu'elles puissent raconter leur parcours, ce qui est très intéressant. Donc, Il y a un gars qui est passé il n'y a pas longtemps qui s'appelle Enzo Rido, je ne sais pas si vous connaissez. je ne connais N'hésitez pas. pas à y jeter un œil. Je ne connais pas du tout, perso. Super, merci beaucoup, Michael. Marc, je te laisse t'introduire. Oui, bonjour à tous. Donc, Marc Adjej, donc moi je suis Solution Engineer chez Microsoft. Pour la petite histoire, j'étais avant Cloud Solution Architect. Moi, j'ai eu plusieurs rôles chez Microsoft, toujours dans la data et l'analytics. Donc, je suis chez Microsoft depuis plus de 4 ans. Et très content également d'être avec vous. Et merci de m'avoir invité. Écoute, avec grand plaisir, Marc. Et écoutez, moi, je fais tout comme Marc. Pour être tout à fait transparent, je fais exactement le même rôle et le même métier chez Microsoft depuis moins longtemps. Je fais ça je suis chez Microsoft depuis 6 mois, à différence de Marc qui est là depuis 4 ans. Mais à tous les deux le même rôle de Solution Engineer qui était un rôle d'avant-vente. Si je simplifie ça, on appelle ça des ingénieurs avant-vente. On se situe entre les commerciaux et les architectes justement pour vendre de la valeur métier et outils à nos clients, ni plus ni moins. Et voilà, et pour faire le pas de côté aussi par rapport à la communauté, fondateur du blog d'Ataxan et aussi du podcast House of Fabric dédié, comme son nom l'indique, à Microsoft Fabric. Messieurs, si ça vous va, on peut démarrer et passer dans le vif du sujet. Et pour juste rappeler mais vraiment très rapidement, en 1 minute chrono, aujourd'hui, on va parler de Power BI. Donc, je pense que tout le monde connaît Power BI, l'outil de data vis phare de chez Microsoft, qui va s'apparenter de plus en plus, vous le verrez, à un outil de modélisation de données plus que DataVis avec toutes les IA qu'on a à disposition. Et on va aussi parler de Fabric. Et pour rappel, si vous venez d'arriver et que vous n'avez jamais entendu parler de Fabric, c'est notre solution SaaS, Software as a Service, qui a pour vocation d'unifier l'ensemble des outils de data. Donc, pour faire très simple, au sein de Microsoft Fabric, avec une seule licence, vous allez retrouver tous les outils data dont vous avez besoin pour mener des projets analytics, IA, data science, temps réel, par exemple, au sein de la même plateforme et du même environnement. Donc, un ETL, du storage, un outil de reporting, des outils pour faire du machine learning, etc., etc. Donc, si je vous simplifie vraiment ce que c'est Fabric, et c'est pas plus que ça au final, c'est vraiment cette plateforme data-là unifiée. Et vous le verrez, avec les démos que Marc et Michael vous a préparées, c'est aussi une plateforme data, non pas que data analytics, mais aussi orientée data opérationnelle. Et vous le verrez, on peut maintenant utiliser Fabric pour plein de cas d'usage différents. Je vais casser les codes et cette fois-ci, je ne vais pas laisser la parole en premier à Michael et Marc. Je vais démarrer moi pour parler d'un sujet autour de l'IA. Et moi, mon sujet, les sujets en tout cas que je vais traiter, que je vais vous présenter, ça va être la partie Copilot et Data Agent. Je vais tout de suite commencer par la partie Copilot parce que je pense que tout le monde aujourd'hui connaît Copilot et je veux aussi bien rappeler que Copilot n'est pas un LLM, c'est vraiment la carrosserie. J'ai un ami hier qui a fait une analogie qui m'a beaucoup parlé. Copilot, c'est la carrosserie et le LLM, c'est le moteur. Et aujourd'hui, Copilot, c'est vraiment la carrosserie qui va embarquer un LLM dédié. Et aujourd'hui, ce Copilot-là, il est dans plein de formes différentes au sein de l'écosystème Microsoft. Et au sein de Power BI, il est aussi disponible. On va retrouver un Copilot dans Power BI et aussi dans Fabric. Et ce Copilot-là, il va vous aider, comme c'est indiqué à l'écran, à résumer, par exemple, des rapports ou des visuels spécifiques ou des modèles sémantiques, à demander ces informations-là en langage naturel. D'ailleurs, je ne sais pas vous, messieurs, mais moi, j'ai un vrai problème avec cette phrase de langage naturel. Je sais pas, ça me perturbe un peu de dire langage naturel. J'ai l'impression qu'on dit soit c'est du paroxysme, je ne sais pas ce que c'est, mais ça me perturbe un peu. Un pléonasme, peut-être. Ouais, c'est un pléonasme. Le langage est déjà naturel au final. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, je ne sais pas, ça me frustre un peu comme terme. Mais voilà. Peut-être langage humain. Langage humain, tu vois, je ne sais pas pourquoi on s'est bloqué à dire langage naturel, mais bon, bref, peu importe. Et voilà, donc Copilot, au sein de Power BI, je vous montrerai après, vous faites des résumés, vous aide à comprendre votre data, vous aide aussi à mieux développer, générer des mesures d'axe, les documenter, les optimiser, à générer aussi des rapports.
Copilot, aujourd'hui, il vous assiste, il accélère vos développements, il vous aide dans cette compréhension-là, dans cette rédaction. Il est aussi présent, évidemment, au sein de Fabric. Donc, quand on fait des data flow Gentoo, de la data science, on retrouve Copilot. Mais aujourd'hui, Copilot reste malgré tout quelque chose qui n'est pas très personnalisable. On peut, vous le verrez après, au travers des AI instructions dans des modèles sémantiques, influencer son comportement et lui donner des lignes directives dans ses réponses, mais ça reste assez léger par rapport à ce qu'on pourrait imaginer en termes de personnalisation. Et on peut vite parfois, avec Copilot, se retrouver dans des cas de frustration sur son utilisation parce qu'on voudrait aller un peu plus loin que ce pourquoi il est fait. En parallèle, justement, de Copilot, on va retrouver au sein de Fabric directement ce qu'on appelle la notion de data agent. L'artefact dans Fabric s'appelle assistant de données. Et la différence de Copilot, un data agent, c'est un agent que vous allez venir personnaliser. Vous allez lui préciser les sources de données sur lesquelles les sources de données qu'il doit utiliser pour répondre à des questions en langage humain. Je vais réutiliser ta proposition, Marc. Et ce data agent-là va être personnalisable dans son comportement en lui précisant aussi des instructions. Ce data agent va pouvoir être réutilisable surtout au sein de votre solution Office 365. On le verra aussi juste après. Et surtout, utilisable par d'autres agents. Pour tous ceux qui font du Foundry, par exemple, et que vous êtes en train de mettre en place des agents pour votre entreprise, vous avez la capacité, au travers de Foundry, d'aller récupérer des data agents qui sont stockés dans Fabric pour les réexploiter et réutiliser pour faire remonter de la donnée. Donc moi, c'est ces deux gros sujets aujourd'hui que je vais bien présenter. La partie Copilot, comme je vous disais, générique, prête à l'emploi, déjà présent dans Power BI, dans Fabric, etc. Monitoré et géré par vos droits et vraiment vous l'utilisez tel qu'il est défini par Microsoft. Le data agent, une fonctionnalité beaucoup plus personnalisable, adaptable et que vous pouvez en plus réutiliser, réexploiter dans d'autres solutions. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous utilisez l'un des deux ou les deux, si vous avez eu un peu des cas d'usage sur ces sujets. D'autant plus qu'il s'agit, si je peux me permettre, de technologies que l'on retrouve vraiment dans de plus en plus de solutions, pas que sur Fabric. C'est vraiment une thématique qui a vraiment le vent en poupe, en fait, tout ce qui est data agent. Et en effet, il y a de plus en plus d'entreprises qui mettent le nez là-dedans. Et je pense que ça peut vraiment valoir la peine que vous commencez à vous renseigner au moins sur cette technologie parce que, encore une fois, vous retrouvez ça dans énormément de solutions. Exactement. Et ce petit schéma illustre bien aussi ce que je voulais vous mettre en évidence, c'est que le data agent va s'appuyer sur différentes sources de données. À la différence, par exemple, d'un Power BI, d'un Copilot pour Power BI, quand vous ouvrez le rapport Power BI et que vous posez des questions directement dans le rapport, les données qui sont remontées, les réponses qui sont générées, ne dépendent que du modèle sémantique auquel vous êtes connecté et des données qui sont bien sûr derrière. Si vous avez besoin d'aller au-delà du modèle sémantique, au-delà des données qu'il y a dans le modèle sémantique, ce n'est pas possible. Ou alors, il faut modifier le modèle sémantique en conséquence. Là, pour le coup, le data agent, il peut appeler 3 modèles sémantiques Power BI différents, 3 lakehouse différents, des entrepôts, des bases KQL, les mettre à disposition dans cet agent-là directement, et ensuite être exposé de toutes les manières possibles, sachez-le, vraiment quasiment de toutes les manières possibles, pour sa consommation. Et c'est vraiment ça la grande force du data agent, c'est qu'on peut le rendre accessible un peu n'importe où pour venir l'exploiter et le rendre disponible pour vos utilisateurs. Enzo, ce qui est fort aussi, c'est qu'avec les shortcuts qu'on va avoir sur Fabric, vous pouvez très bien virtualiser des données qui seraient à l'extérieur de OneLake, comme des sources Snowflake, Databricks ou autres, et les utiliser comme source de données dans votre lakehouse. Et donc, le data agent répondra aussi. C'est exactement ça. C'est toute la force de Fabric aussi, de cette plateforme-là de data unifiée et qui est en plus ultra ouverte à l'extérieur via les shortcuts. On peut du coup compléter et améliorer les réponses de l'agent via, juste comme je disais Marc, de rapatriement de la donnée sans en plus de la duplication. C'est vraiment, on virtualise, comme tu disais si bien, cette donnée-là pour la rendre accessible pour notre agent.
Messieurs, je vous propose de prendre 5 minutes pour faire une petite démo et ensuite je vous passerai la main sur la suite. Je vais juste vérifier que j'ai bien mon outil de Zoom ouvert. Tac. Et on va être tout bon. Allez. Je vous partage l'écran. Tac, et on sera bon. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer, messieurs, que vous voyez bien mon écran? Ouais, tout va bien. Allez, super. Parfait. Je vais commencer, du coup, par vous montrer cette partie-là Copilot. Je vais volontairement aller assez vite parce que je pense que, monsieur, vous serez d'accord avec moi, mais à mon avis, on a tous fait un peu le tour de Copilot depuis tous ces mois qui sont passés. Mais juste voilà, pour bien vous rappeler. Ce que vous avez à l'écran ici, je suis bien sur l'expérience Power BI, évidemment, le service Power BI, qui est aussi la même interface pour le service Microsoft Fabric, évidemment, où je viens switcher d'un environnement à l'autre. Si je vous précise ça, c'est pour vous montrer que j'ai accès à Copilot depuis l'environnement cloud de Power BI et de Fabric, sachant que Copilot est aussi disponible, ce n'est pas l'objet du live, mais aussi disponible sur Power BI Desktop directement. Premier point, et ça je pense que c'est vraiment le premier sujet qui, moi, je trouve est super bien avec Power BI et Copilot pour Power BI, c'est ce fameux chat with your data, ce qu'on appelle chat with your data. C'est un peu le Copilot global qu'on va retrouver au sein de votre environnement Power BI. Ce Copilot global, voyez-le comme le Copilot que vous avez dans Office 365. C'est votre porte d'entrée dans l'univers Power BI de votre entreprise. Et ce copilote-là vous permet de lui poser des questions du type trouve-moi des rapports qui parlent, par exemple, de données financières. Vous posez une question généraliste et Copilot va venir récupérer toutes les données, tous les modèles sémantiques, tous les rapports Power BI qui correspondent à votre demande. Sachant que cette demande est évidemment filtrée par rapport à votre sécurité. Donc, tout ce que Copilot va récupérer comme information dépendra de la personne qui est connectée ici. Moi, je suis connecté en tant que Enzo Rido sur mon environnement, juste là. Donc, je ne vois, tout ce que je vois ici, ça ne correspond qu'à des rapports auxquels j'ai accès de base naturellement si je navigue dans mes espaces de travail. On n'outrepasse pas la donnée. Copilot vient de me répondre juste ici et il me donne des liens directement pour accéder soit à un rapport, pour accéder soit ici à des suites de production, soit à des rapports aussi dédiés. Et je peux demander ici d'avoir aussi des informations ou des indicateurs associés à cette demande. Donc là, vraiment, cet environnement-là vous donne juste accès plus facilement à la donnée et vous permet d'éviter de fouiller en permanence à droite à gauche tout ce qui peut se faire. Ça peut être très pratique même, si je peux me permettre, Enzo, quand on vient d'arriver sur un tenant parce qu'on vient de rejoindre une entreprise et qu'on a 100 modèles sémantiques, etc., ça peut être aussi un bon moyen de faire un audit rapide quelque part des outils auxquels on a accès et donc pour savoir rapidement quel modèle sémantique on a, etc. Donc, moi, on se servait pas mal de ça pour quand j'arrivais sur une mission et que, comme je viens de le dire, il y a plein de modèles sémantiques et je suis un peu perdu. C'est très pratique pour faire un peu un état des lieux. Donc, c'est un cas d'usage que je recommande à nos auditeurs. Complètement. Et c'est un très bon point, en fait, c'est surtout de se dire parfois, on ne sait pas où chercher, on ne sait pas quelles données utiliser, et ça peut aussi permettre d'avoir ces éléments. Là, typiquement, sur ce rapport-là, qui est un rapport fictif, je vous rassure, toutes les données que vous avez à l'écran sont des données de jeu de test. Ici, vous avez aussi le petit logo Copilot à disposition, et ce petit logo Copilot va interroger les données du rapport que j'ai à l'écran. Donc, ce Copilot-là ne s'appuie que sur mes données qui sont ici à disposition et ça ne va pas au-delà. À savoir que derrière ce modèle sémantique, derrière ce rapport-là, j'ai un modèle sémantique. Donc, toutes les questions qui sont posées sont faites par rapport au modèle sémantique. Je peux ici demander à Copilot, explique-moi, le rapport qui est affiché. À savoir que si moi, mon rapport, j'ai juste mis un gros KPI au milieu, j'ai fait une seule page avec aucune info autour, la qualité de la réponse de Copilot va absolument et principalement dépendre de la qualité de la construction
de votre modèle sémantique et de votre rapport, évidemment. Le Copilot, ce n'est pas magique, l'IA n'est pas magique, ça ne peut pas deviner l'intention ou la volonté d'un rapport. Tout dépend de ce que vous affichez, de comment vous le documentez et surtout de comment vous allez le décrire. Par rapport à ça, Enzo, je ne sais pas si tu vas en parler juste après, mais c'est de là très important de préparer ton sémantique modèle pour l'IA. On a une fonctionnalité qui s'appelle Data Prep for AI qui va vous permettre de rendre plus accurate les réponses de Copilot Power BI quand vous allez poser des questions. Donc ça, c'est hyper important. Et ce qui est important aussi, c'est que ce que vous allez préparer dans ces sémantiques modèles, vous allez pouvoir les utiliser. Tout à l'heure, tu vas le montrer dans ta démo, sur la partie justement data agent. C'est que finalement, cette préparation, elle va être vraiment utile à tous les niveaux lorsque vous allez appeler l'IA de quelque façon que vous allez faire. Exactement. Exactement, et tu as totalement raison. Et là, pour vous montrer, vous voyez, moi, mes données sont plus quand même bien préparées, donc j'ai quand même beaucoup de réponses. Copilot vous répond, et surtout, il vous explique ce qu'il a utilisé pour vous répondre. Il vous met en évidence les éléments avec les petits liens ici pour vous expliquer, voilà, qu'est-ce que j'ai utilisé pour te répondre. Du très classique sur Copilot. Maintenant, ce que je voulais vous montrer plutôt, c'est justement la fameuse partie data agent. Donc, les data agents, vous allez voir déjà pour en créer un, c'est hyper facile, c'est du clic-bouton, encore une fois. Je vais vous montrer ici, j'ai déjà un data agent qui est prêt, donc ça, je vais vous le montrer parce que c'est pas le but de vous faire une démo live de la création. Mais si je devais repartir du début et créer-moi un data agent, j'ai ici ce que je vous disais, la partie assistant de données. Je sélectionne cet assistant-là, je lui donne un nom, data, hop, agent, on va l'appeler LinkedIn, pour notre live LinkedIn. Je viens créer mon data agent. Ça peut prendre quelques secondes en fonction de votre capacité. Et là, vous allez avoir à configurer deux choses pour ce data agent. Les sources de données qu'il doit consommer. Donc, toutes les sources de données de votre environnement Fabric, vous allez le retrouver. Vous sélectionnez vos modèles sémantiques, vos warehouse, vos lakehouse, peu importe, vous en sélectionnez autant que vous le souhaitez. Vous les mettez à disposition du data agent et une fois que vous le mettez à disposition, vous allez lui préciser des instructions. Et on va le voir après à quoi ça correspond. Mais ce sont les deux seules choses à configurer, la source et l'instruction, et vous avez un data agent qui est prêt à son utilisation. Pour vous remontrer juste ici, j'ai un data agent HCL, juste là, qui est, pour juste votre information et un peu de contexte, qui est un data agent qui permet justement d'aller interroger des données financières pour un établissement de santé. Donc moi, dans ce data agent-là, hop, je vais cleaner ma conversation pour que ça reparte depuis le début, vous allez le voir juste après. Dans ce data agent, j'ai seulement un warehouse avec plusieurs tables à disposition. Donc j'ai dit voilà, moi, le data agent, HCL, juste ici, tu utilises ces données-là. Donc là, on lui précise la source qu'il va pouvoir utiliser pour répondre aux questions. Je lui précise ensuite des instructions. Et c'est là toute l'importance aussi dont Marc a commencé à parler, à évoquer avec la notion de Prep Your Data for AI. C'est que moi, il faut que mes données sources, elles soient propres, elles soient fiables, évidemment. Mais il faut aussi expliquer à l'agent ce pourquoi il a été créé, ce à quoi il doit répondre et surtout, comment il doit y répondre. Donc là, les instructions, c'est ni plus ni moins du texte ou des formules ou des variables que vous allez lui préciser directement dans cette page-là que vous avez à l'écran. Donc si je double-clique dessus, vous le voyez, moi, c'est que du texte que j'ai balancé. Vous avez 15 000 caractères disponibles pour spécifier des instructions. Et ces instructions-là vont être utilisées dès lors où on vient poser des questions au data agent. Et ici, je retrouve mon interface très classique qu'on connaît de partout. Je retrouve ici l'interface utilisateur qui sera mise à disposition pour venir tester les instructions qui elles-mêmes appellent mes sources de données. Ce data agent, une fois que vous l'avez préparé, vous avez vu, c'est très rapide. Source, instruction, test, vous le publiez
Et ce data agent-là, vous pouvez surtout le publier dans le magasin Office 365. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je vais essayer d'aller un peu plus vite. C'est que si j'ouvre Teams, moi juste ici, je suis sur mon Teams de démonstration. Dans Teams, je vais pouvoir retrouver dans Office 365, je vais pouvoir retrouver mon fameux data agent auquel je vais pouvoir poser des questions. Donc là, par exemple, moi j'ai déjà posé des questions pour la démonstration pour mon client. Hop, je lui ai demandé, est-ce que tu peux, tac, me générer un visuel pour me comparer le budget et le réaliser. Et ici, j'ai mon data agent que je vous ai montré juste précédemment qui a été appelé et il vient me créer un visuel à la volée pour répondre à ma question. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez à disposition de la création de contenu visuel, graphique, etc., sans passer par Power BI, mais en appelant des données qui viennent probablement de Power BI et ou de vos lakehouse ou de vos warehouse dans Fabric. Et c'est ça vraiment la grande force des data agents, c'est de se dire, je pars initialement, hop, de mon environnement Power BI, Fabric, où j'ai toutes mes règles de gestion, jusqu'à un environnement de prompting, d'Argentic, directement disponible dans ma partie Teams et Copilot M365. Donc c'est vraiment ça que je voulais mettre en évidence, c'est de se dire, j'ai mon copilote de base qui est pas très personnalisable ou du moins qui peut faire un peu effet boîte noire, et j'ai aussi mon data agent qui, lui, est ultra personnalisable dans les sources que je mets à disposition, dans les instructions que je mets à disposition, et aussi dans la manière dont je le mets aussi à disposition. Parce que là, on peut très bien le consommer depuis Fabric directement, mais on peut aussi très bien le consommer depuis l'environnement Teams de votre entreprise. Et comme je précisais tout à l'heure, on peut aussi le consommer depuis Foundry ou toute autre solution d'IA générative ou de consommation d'IA. Cette intégration de Teams, elle est vraiment top parce que ça permet, par exemple, si on veut créer un data agent pour une équipe métier, on va dire des RH par exemple, on peut leur créer le data agent, l'intégrer dans Teams, ce qui fait qu'ils peuvent faire tout leur prompting dans Teams sans avoir besoin de se rendre dans Power BI ou dans Fabric. Et d'un point de vue intégration, c'est vraiment top parce que du coup, ils n'auront pas besoin d'installer un logiciel en plus, un outil en plus, de devoir maîtriser un nouvel outil. Ils ont déjà tous Teams probablement et donc ils peuvent faire leur prompting directement depuis l'outil et ne pas avoir besoin de sortir de l'outil ou quoi que ce soit. Donc vraiment, cette intégration est top. Et c'est ce que moi aussi, j'utilise au quotidien. Et d'ailleurs, juste petite info, mais je m'étais amusé aussi à demander est-ce qu'il peut me générer un rapport Power BI, juste ici. Donc en fait, il ne m'a pas généré le rapport en lui-même, il m'a juste généré tout ce qu'il me faut pour faire moi le rapport de mon côté. Donc ça aussi, voilà, on a quand même des petites fonctionnalités un peu sympas qui sont cool. Enzo, si on parle un peu de roadmap, le data agent, donc roadmap Microsoft, le data agent, c'est le composant sur lequel on va investir et qu'on commence à investir en plus, puisque vous avez maintenant la partie tools chez toi qui s'appelle outils, qui va permettre, entre autres, d'interpréter du code Python. Donc, il va, finalement, on peut dire que ce data agent va avoir des skills. Et ces skills vont permettre, par exemple, de faire du forecast et de ne pas faire que, finalement, lire des données que vous avez dans vos sémantiques modèles ou en tout cas toutes vos sources de données du data agent. Donc, aujourd'hui, c'est quand même l'outil qui va être on va dire l'interface avec l'IA pour converser avec nos données dans Fabric. Complètement. Et tu as vraiment raison de le préciser. C'est vraiment ce sur quoi on investit et ce sur quoi on met l'accent, de par sa flexibilité, sa consommation assez voilà. Et on peut vraiment le consommer un peu depuis partout et on peut l'appeler depuis un peu tout et n'importe quoi. Donc c'est le gros avantage. Et on le verra après. On a aussi la notion d'ontologie qui rentre de plus en plus en jeu dans toutes ces notions d'IA là qui sont même pas propres qu'à Microsoft, hein, qui sont propres à tout éditeur. Et vous le verrez, les data agents sont encore plus puissants avec de l'ontologie. On a une très bonne question de Mourad qui nous demande si on peut suivre les coûts de la capacité de la partie data agent. Évidemment que oui, Mourad. C'est un artefact à part entière de Fabric qui est donc soumis aux mêmes règles qu'un Dataflow, qu'un Power BI, etc. Donc sa consommation, elle est ultra auditable, ultra monitorable. On peut vraiment aller vérifier ce qui est fait et comment c'est fait.
Et je crois même qu'il y avait une personne, c'est pas Thomas qui avait fait du pricing aussi sur les data agents. Oui. Je sais plus. Oui, c'est pas voilà, qui avait fait du pricing. Ça a beaucoup redit au même titre que le Power BI Copilot avec le pricing des tokens qui a réduit drastiquement depuis le début d'il y a 3 ans à aujourd'hui. Peut-être un point sur le LLM derrière le data agent, parce que c'est souvent la question qu'on nous pose, c'est que c'est un peu une black box et un peu frustrant pour les utilisateurs de se dire c'est Microsoft qui gère toute cette partie-là. Peut-être en avant-première, on peut le dire, là, d'ici début du mois de juillet, là, on va faire évoluer le LLM. Donc, on est toujours sur de l'OpenAI, vous le savez. Et on parle de GPT-5 maintenant. Oh, petite exclusivité pour tout le monde. Petite exclusivité. Yes, exactement. Ce qui devrait améliorer grandement les performances de réponse aussi, parce que tout dépend du moteur qu'on met au data agent, évidemment. Donc, la qualité des réponses ne dépend pas que de la qualité de vos données, évidemment, même si ça fait grandement partie, c'est aussi la qualité du LLM. Mickaël, je te propose de prendre la suite. C'est parti. Yes. Tu veux passer à la slide suivante? Parfait. Ouais. Ok, alors, on passe maintenant à une autre fonctionnalité IA qui a pas mal le vent en poupe en ce moment, et pas que sur Fabric, c'est tout ce qui concerne MCP, MCP Server. Alors, avant de commencer, je ne vais pas foncer dans le tas. On va peut-être rappeler ce qu'est un MCP Server, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on en entend beaucoup parler de partout. On a de nouveaux MCP qui apparaissent sur tous les outils possibles et imaginables. Il y en aura peut-être bientôt un pour votre grille, qui sait. Voilà. C'est même sûr. Voilà, sur votre frigo. Et du coup, juste pour comprendre un peu l'intérêt des MCP Server, il faut savoir qu'avant l'arrivée des MCP Server, c'était un peu compliqué de connecter un LLM avec une application tierce comme GitHub, Fabric ou Power BI. Donc, c'est les exemples que j'ai mis sur l'image. Voilà, c'était un peu compliqué de se connecter à ce genre d'outils et d'exécuter des tâches parce qu'en fait, chaque outil est construit différemment avec des API qui sont différentes et que les LLM ne savent pas forcément requêter correctement. Et c'est pour remédier à ça que les MCP sont apparus. Vous pouvez voir ça un peu comme des sortes de passerelles entre les LLM et les outils pour fournir et indiquer aux LLM ce qu'ils peuvent voir dans l'outil, ce qu'ils peuvent construire, ce qu'ils peuvent développer, etc. En fait, si je peux faire une analogie, les MCP, c'est un peu comme un mode d'emploi pour indiquer aux LLM comment interagir avec un outil. On va prendre un exemple très concret dans le cadre de Fabric que l'on a probablement tous vécu. Imaginez par exemple que vous avez un bug sur un script SQL ou Python, peu importe. Scala pour ceux qui aiment bien la complexité, et que voilà, vous souhaitez faire corriger ce code avec votre chatbot favori, donc ChatGPT, Claude, peu importe. Jusqu'à maintenant, ce que vous faisiez, c'est qu'on faisait un copier-coller du script sur notre LLM préféré, donc encore une fois, ChatGPT, Claude. On faisait corriger ce script, ensuite on copier-coller la correction dans Fabric, on l'exécutait. Donc ça fait quand même beaucoup d'étapes manuelles, surtout si on a beaucoup de développement à faire. Mais avec le MCP Server connecté à Fabric, on peut juste lui donner l'instruction de corriger le script SQL en question et il va aller lui-même chercher le code dans le notebook, par exemple, le corriger, le tester, donc l'exécuter, sans intervention de votre part. La seule chose que vous aurez faite, c'est de lui donner l'ordre, en fait. Et on peut même aller plus loin que ça. Là, je viens de vous donner un exemple de débugage, mais on peut aussi se servir du MCP pour aller développer un notebook en entier. Donc, je lui donner l'ordre de lui dire, voilà, connecte-toi à cette source de données, crée mon notebook qui va charger les données dans tel lakehouse, ou crée le lakehouse s'il n'est pas encore créé, alimente ce notebook avec un pipeline. Voilà, donc on peut vraiment faire de ce qu'on appelle le vibe coding avec tout ce système de MCP. Et je vous propose qu'on teste ça en live ensemble. Tu peux passer à la slide suivante. Yes, ouais. Donc, passons à une petite démo. Hop, je partage mon écran rapidement. Ouais, je te mets dessus. Hop là. Et juste pour rappel, moi j'aime bien dire à chaque fois que le MCP, c'est vraiment l'USB-C, je ne sais pas avant qu'elle me le dise, je ne l'ai pas inventé, mais c'est vraiment l'USB-C de l'IA, c'est de se dire, c'est le connecteur universel à toutes les LLM disponibles sur le marché pour réaliser l'automatisation de tâches et ou autres sujets. Ok, alors normalement, vous voyez tous mon écran. Oui. Alors, je vais reprendre le même exemple sur lequel je suis parti tout à l'heure quand tu parlais de Copilot, Enzo. On va supposer que je viens d'arriver sur une nouvelle mission, voilà, dans une nouvelle entreprise, dans un nouveau projet, et on m'a donné un workspace avec plein d'items où je ne sais pas à quoi correspondent les items. Là encore, ça va, j'en ai moins d'une dizaine, mais ça peut arriver que vous atterrirez sur un projet où vous trouverez plus de 3 items différents dans plein de workspaces différents.
Donc voilà, j'ai atterri sur ce workspace. Je ne sais pas à quoi correspondent, à quoi correspondent les items. Bon, là, j'imagine qu'il y a une petite archi en médaillon. Je vois du bronze, silver, gold, des petits notebooks pour la transformation. Voilà, on peut voir qu'il y a des petites conventions de nommage, donc c'est assez pratique. Mais voilà, je ne connais pas grand-chose à ce qui est créé. Et on va voir comment est-ce que je peux analyser tout ça avec les MCP serveurs et même développer des items. Voilà, on va supposer que je suis arrivé sur cette mission pour développer des choses, justement. Donc, j'aime bien. Du coup, tu vas utiliser le MCP pour vraiment comprendre ce qui s'est passé. En fait, c'est comme si tu étais consultant, tu arrives sur une mission, tu commandes ce qui s'est fait avant, tu vas utiliser le MCP pour faire un audit à ta place. Exactement, faire un audit, faire un état des lieux et même faire plus, du coup, développer, améliorer des choses. Donc vraiment, on va partir du principe que je suis un gros flemmard. Non, pas du tout. Tu optimises. Ah oui. C'est ça, je vais optimiser. Et en mission, il faut que ce soit qu'il y ait la rentabilité pour le client. Tout à fait. Faire ça rapidement. Et voilà, donc on va switcher sur VS Code parce que du coup, le MCP serveur, on l'utilise avec des agents IA. Donc là, juste, je suis passé sur VS Code. Je vous recommande cette extension Fabric qui s'appelle juste Microsoft Fabric qui vous permettra d'accéder à tous vos workspaces. Donc là, on peut voir que j'ai mes workspaces ici. Donc, c'est les mêmes auxquels j'ai accès ici. Voilà, j'en ai plusieurs. Là, on va se concentrer sur le workspace Wind Power Analytics. Donc, c'était un projet d'analyse de turbines éoliennes. Donc, je suis dessus. Là, si j'ouvre mon workspace, donc je retrouve les mêmes items que je viens de vous montrer à l'instant. Et ce qui est super intéressant, ensuite, c'est qu'à droite, j'ai mes agents IA, donc qui sont disponibles nativement dans VS Code. Et il suffit simplement que je les connecte à mon MCP serveur. Donc, ça s'installe très facilement, le MCP serveur. Il y a même des extensions qui vous permettent de le faire. Voilà. Ici, je peux même activer le mode agent qui est pratique. Et ensuite, voilà, une fois qu'on a le MCP serveur côté VS Code, ça s'installe en vraiment 2 clics. On peut venir l'activer. Alors, le MCP serveur, on peut l'utiliser avec notre agent IA préféré. Là, par défaut, sur VS Code, vous aurez GitHub Copilot qui sera installé par défaut, probablement. Mais si vous êtes plus à l'aise avec Codex, côté OpenAI, vous pouvez aussi vous servir de Codex. Ou alors, si vous préférez Claude Code, ce que moi, j'ai l'habitude d'utiliser, mais très sincèrement, ils font tous la même chose. Et puis, en plus, côté GitHub Copilot, vous choisissez vous-même votre LLM. Donc, ça fonctionnera de la même manière. Oui, parce que tu peux appeler du Claude aussi, du Opus. C'est ça, exactement. Moi, je le fais aussi parce que j'ai l'abonnement Claude Code qui est fourni dans lequel je travaille. Mais sinon, vraiment, ils fonctionnent tous de la même manière. Et du coup, on va faire ce que tu disais, Enzo. Voilà, là, ce workspace, je ne sais absolument pas ce qui se passe à l'intérieur, ce que les items font. Donc, j'ai demandé à mon agent IA connecté au MCP serveur de m'analyser ce workspace. Donc, j'ai déjà préparé une petite instruction. Et je vais l'exécuter et je vais le commenter en même temps, comme ça aura le temps de mouliner. Donc là, je lui demande d'analyser mon workspace Wind Power Analytics, donc celui que j'ai ouvert, celui sur lequel j'ai atterri, et de dresser la liste des éléments qu'il contient et de les regrouper par type, et simplement de m'expliquer globalement ce que le workspace semble faire. Là, super intéressant, l'agent IA connecté au MCP serveur me demande de lui donner l'autorisation de lister les items. Donc, si on veut, on peut par défaut lui donner toutes les autorisations pour faire tout ce dont l'agent IA a envie de faire. Moi, j'aime bien quand même monitorer ça, ajouter un peu de gouvernance, donc je préfère lui donner les autorisations. Donc là, je vais donner l'autorisation de lister les items de mon workspace, tout simplement. Donc là, le MCP serveur, avec l'aide de l'agent IA, part lister mes objets dans mon workspace. Là, il me demande de lister les folders également, donc on va lui donner les autorisations nécessaires. Donc là, l'agent IA, à l'aide du MCP serveur, part analyser mon workspace, et on peut voir qu'il commence à produire une analyse, un audit de tous les éléments qui sont contenus. Donc, on va venir passer ça en revue rapidement. Voilà, le workspace contient 2 éléments, Melee Chaos, bronze, silver, gold. Donc, il a bien identifié qu'on était sur une architecture en médaillon. Il a identifié mes notebooks qui me disent, avec une description, le rôle, qui me disent que les items sont en train de faire. Je vais peut-être faire un zoom, comme ça on verra mieux. Voilà. Il m'a identifié ma pipeline d'orchestration, un modèle sémantique, mon rapport, et ensuite une description globale. Donc voilà, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas dire exactement, je ne vais pas dire tout ça, mais je vous le donne dans le mille. C'est exactement ce que le workspace fait. Donc, un notebook pour faire l'ingestion de données, un deuxième pour faire la transformation, le troisième pour faire les agrégations métiers, une pipeline pour orchestrer tout. Donc là, vraiment, c'est un état des lieux parfait. Je connais le projet en l'occurrence, donc je sais qu'il est là-bas. Oui.
Et donc là, c'était juste pour une partie audit. Ensuite, on va essayer de voir comment est-ce que ce MCP server peut améliorer des items existants. Je vais retourner sur mon workspace. On va ouvrir un notebook au pif. Allez, celui-là, par exemple, le Bronze to Silver Transformation. Donc, c'est vraiment un notebook que je vais faire un peu à l'arrache pour faire de la transformation de données vraiment basique. Alors, on peut voir que le notebook, il est fait, comme je viens de le dire, un peu à l'arrache. Voilà, on prend juste nos données. Il n'y a pas de système de debugging qui est mis en place au cas où voilà, il y a une donnée dans un mauvais état qui arrive dans le notebook. Donc, ce que je vais demander à l'agent IA, je vais demander de... Alors, je vais faire un copier-coller de mon instruction. Voilà. Hop, et je vais le lancer comme ça, ça laissera le temps à l'agent IA de mouliner. Donc, je demande au notebook d'ouvrir, je demande à l'agent IA d'ouvrir le notebook Bronze to Silver, d'examiner son code et de me proposer des améliorations pour le rendre plus performant et fiable. Donc là, pareil, il me demande l'autorisation avec le serveur MCP d'aller voir le notebook. Donc, je lui donne l'autorisation. Et là, il va aller l'analyser, il va aller voir le notebook, donc le script que je viens de vous montrer. Il va voir les potentiels failles, les failles qu'il peut y avoir, les moyens de l'améliorer, de le rendre plus robuste pour éviter des erreurs à l'avenir avec des nouvelles données qui arriveraient, qui ne seront peut-être pas dans un état idéal. Tous les data ingénieurs qui nous écoutent savent que voilà, nos sources changent beaucoup. Des colonnes au format string qui passent au format integer, Dieu sait comment. Donc voilà, l'idée c'est de le rendre idéalement un peu plus robuste. Donc, c'est vraiment la tâche que je lui ai demandé de faire. Donc là, le MCP est en train d'analyser et voilà, me sort des gros problèmes de fiabilité, généralement dit en rouge. Donc voilà, il n'y a pas de gestion d'erreur, c'est ce que je disais. Hein, si jamais demain il y a une erreur dans la source, le notebook va cracher, quoi, littéralement. Pas de contrôle de qualité, etc. Des problèmes de performance. Voilà, effectivement, le chemin ABFS qui est codé en dur. Donc là, il y a pas mal de hard coding qui sont faits dans ce notebook. C'est l'idéal. Et voilà, là, il me propose une version améliorée, donc un autre code. Et généralement, je pense qu'à la fin, il va me demander d'implémenter ces modifications. Voilà. Souhaitez-vous que j'applique ces changements directement au notebook en Fabric? Donc là, je peux taper oui, applique ces modifications, et il va directement faire les modifications dans le notebook. Donc là, je n'aurais rien fait, je n'aurais pas écrit une seule ligne de code, et il va faire les modifications à notre place. Alors là, je peux cliquer sur oui, mais le temps qu'elle fera la modification, ça va prendre peut-être 5-10 minutes. Ouais, on va faire un peu de temps. Oui. Ce que j'allais dire aussi, c'est que selon les instructions qu'on balance, ça peut mettre aussi beaucoup de temps. Beaucoup de temps. C'est relatif par rapport au gain qui est associé. Par rapport à moi qui aurait pris une semaine pour faire tout ça. Hein. Ouais. Mais à sa place, juste pour vous montrer que je ne suis pas un charlatan, je vais demander de faire plutôt une autre modification où du coup, c'est l'agent IA avec le MCP server qui va créer des éléments. Alors, si vous me suivez sur LinkedIn, vous savez que moi, j'aime bien rabâcher à toutes les sauces qu'il ne faut pas oublier d'utiliser les commandes optimize et vacuum sur nos lakehouse. Donc, pour rappel, c'est deux commandes Delta qu'il faut exécuter périodiquement sur nos lakehouse pour supprimer les vieux fichiers Delta qui traînent et qui, malheureusement, ont un impact sur les performances de nos tables. Donc, ça, c'est quelque chose qui est inhérent à tous les outils qui utilisent le format Delta, donc pas que sur Fabric. Et donc, ce que je vais demander à mon MCP server, c'est de me créer un notebook. Hop, encore une fois, je vais lancer la tâche et comme ça va laisser le temps de mouliner. Je vais demander de créer un notebook dans mon workspace WinPower Analytics qui va s'appeler NB Execute Vacuum Optimize. Et c'est un notebook qui doit exécuter les commandes Delta Vacuum Optimize sur une de mes tables de mon Lakehouse Bronze. Donc là, je vais demander de me créer un nouveau notebook ici, qui va apparaître juste après. Et du coup, qui va contenir un script pour exécuter ces deux commandes Optimize et Vacuum sur ma table de mon Lakehouse Bronze périodiquement. De cette manière, on aura toujours des bonnes performances. Voilà, donc là, il me demande l'autorisation de créer ce notebook. Je clique sur Yes. Là, il va partir créer le notebook avec le nom que je lui ai demandé de mettre. Il va ensuite mettre à l'intérieur le code pour exécuter ces deux commandes Vacuum et Optimize. Et vous allez voir, je n'aurai pas écrit une seule ligne de code. Oui, puis surtout, si imagine, tu as sur ton environnement 300 notebooks avec 300 lakehouse, etc., et qu'il y a une nouveauté qui sort en disant, voilà, il faut mettre cette commande-là pour optimiser tes lakehouse, tu peux, via du MCP, automatiser l'ajout de ces instructions dans tous tes notebooks via ton VS Code, directement.
Tout à fait. J'ai pris un exemple simple. On travaille avec un petit workspace, mais encore une fois, si vous travaillez sur un énorme workspace avec plein de tables différentes, etc., ça peut vite devenir une galère. Et là, voilà, on peut voir que ça vient de terminer de mouliner. Et qu'est-ce qu'on peut voir ici? J'ai un nouvel item, NB Execute Vacuum Optimize. Donc, c'est pas un item que je viens de créer, hein. D'ailleurs, la preuve, j'ai le uncommitted qui apparaît, qui dit que c'est pas un item que j'avais commit avec mon repo.dit. Donc, on va l'ouvrir. Et là, on va à l'intérieur et voici ce qu'on obtient. Donc, parfait, un notebook où le MCP Server a target ma bonne table dans le bon lakehouse que je lui ai demandé et il exécute du coup les deux commandes que je demandais, donc optimize et vacuum. On peut même voir d'ailleurs qu'il a attaché le bon lakehouse. Ça, je n'avais pas anticipé, c'est non. Donc, vraiment parfait. Et voilà, j'ai pas écrit une seule ligne de code, c'est le MCP Server qui a tout fait pour moi, et je vous le donne dans le mille, hein, c'est le code que j'aurais écrit moi-même s'il fallait que je fasse ça moi-même. Donc plus qu'à le scheduler pour qu'elle s'exécute une fois par mois, par exemple, et c'est top. Plus qu'à l'envoyer. Voilà. Ça, c'est super, c'est vraiment des choses, des tâches administratives que vont faire les admins Fabric, qui vont pouvoir automatiser, et c'est super de gagner du temps comme ça. Ouais, et là, vous pouvez voir vraiment, j'ai fait ça en 2 secondes. Très sincèrement, c'est un code de qualité professionnelle, hein, il y a même la gestion des erreurs et tout. Et voilà, j'ai pas écrit une seule ligne de code. Donc même pour une personne qui ne maîtrise pas forcément le code et souhaite déléguer ça à un agent IA qui le fait quand même de manière professionnelle, c'est franchement top. Hop, on va retourner sur les slides. Voilà. Alors là, très important, comme je vous le disais au début, les MCP serveurs, on en a pour tous les goûts. Sur Fabric et sur Power BI par extension, on a plusieurs MCP serveurs qui sont disponibles pour servir plusieurs besoins différents. Là, celui que je viens d'utiliser pendant la démo, c'est le premier, le Fabric Core MCP Server. C'est un peu le MCP Server par défaut qu'on a pour faire, on va dire, à peu près toutes les tâches généralistes. Mais après, on a des MCP serveurs qui sont plus spécialisés. On a par exemple des MCP serveurs pour la partie Real-Time Intelligence, pour pouvoir travailler avec nos event house, nos bases de données textuelles, voilà, pour générer du code textuel. Ça ne veut pas dire que les premiers MCP serveurs ne sont pas capables de faire ça, mais disons qu'eux sont plus optimisés pour la partie real-time. Et d'ailleurs, il y en a pas mal qui sont des MCP serveurs open source qui sont développés par la communauté. C'est vrai que j'aurais pu le préciser, mais voilà, vous pouvez vous-même créer votre propre MCP serveur pour une tâche spécifique. Je dis n'importe quoi, optimiser les tables dans un data warehouse. Ce n'est pas un exemple que j'ai sorti aléatoirement, je viens de voir ça il n'y a pas longtemps sur un post LinkedIn d'un gars qui vient de développer ça. Pareil, il y a des MCP serveurs côté Power BI, je crois qu'on va en parler juste après d'ailleurs pendant la présentation, où voilà, on peut avoir des MCP serveurs pour analyser les modèles sémantiques, pour les créer, les modifier, etc. Yes. Voilà. Ouais, est-ce que tu peux passer à la slide suivante Ouais, comme ça, après, on fait la démo de Marc. Exactement. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, rapidement, donc, en fait, on va enchaîner avec une autre feature IA qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps et qui est en plus oui. c'est vraiment un bonbon à voir comment ça marche. C'est la plus récente en date, je pense, des features IA sur Fabric. Et il s'agit de tout ce qui concerne les Fabric Apps et de Rayfin. Alors tout d'abord, je vais commencer par expliquer ce qu'est une Fabric App, parce que j'ai vu pas mal de gens parler de Rayfin sans expliquer d'abord ce que c'est qu'une Fabric App, et c'est pourtant indispensable pour comprendre comment marche Rayfin derrière. Donc une Fabric App, c'est vraiment un item que vous pouvez créer dans un workspace Fabric, de la même manière que vous pouvez créer un lakehouse, un notebook, un rapport Power BI, etc. Et il s'agit en fait d'une application complète que vous pouvez développer et connecter à vos données. Donc là, je parle vraiment d'une application au sens large, comme vous pouvez voir sur Internet, avec un système d'authentification, une base de données, l'hébergement, les API, etc. Tout géré par Fabric. Et donc, est-ce que tu passes à la slide suivante rapidement? Yes. Hop. On a quelques exemples à ce sujet. Là, sur l'image que vous pouvez voir à droite, vous avez une Fabric App créée pour le suivi de la livraison de colis. Donc, avec la signature du client qui va avec et tout. Donc, encore une fois, là, on ne parle pas d'une simple app Power BI pour visualiser des données. On n'est pas sur de l'analytique. On est sur une vraie app qui, derrière, gère et stocke des données et qu'un livreur peut utiliser pour faire signer ses clients. Donc, ça va vraiment très loin. Pareil, Enzo, si tu peux aller à la suite suivante. Yes. Là, c'est un post LinkedIn qui a fait pas mal de bruit quand Rayfin a été annoncé. Il vient de Marcus et c'est Microsoft. Ouais. Ouais. Tout à fait, je l'ai précisé dans la source. Donc, c'est un collaborateur de Microsoft qui s'appelle Marcus Letola.
qui a développé en fait à l'aide des Fabricaps et de Refine un jumeau numérique complet d'un parc éolien qui est en fonctionnement avec toutes les données qui sont affichées en temps réel. Donc la production d'électricité, la vitesse du vent, la température, etc. Et il faut savoir que du coup, sur les 2 items que je viens de montrer, enfin les 2 exemples que je viens de montrer, il n'y a aucune ligne de code qui n'a été écrite par le développeur pour mettre tout ça en place. Tout a été fait grâce à cette fameuse technologie qu'on appelle Refine. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante, Enzo? Yep. Donc Refine, c'est une technologie qui est intégrée au Fabricaps, qui propose du coup ce qu'on appelle un SDK, donc c'est un Software Development Kit. Ceux qui ont fait du Java savent de quoi je parle. Donc c'est une sorte de boîte à outils pour générer du code. Ça fonctionne de manière assez simple, et surtout quand c'est couplé à un agent IA. En fait, on peut discuter en langage naturel, ou je ne sais plus c'était quoi le terme qu'on avait inventé. Langage humain. Langage humain, pardon. avec un agent IA connecté à Refine. En fait, on peut juste décrire ce que l'on souhaite. Et Refine s'occupera de mettre en place tout le projet en général avec le front-end, le back-end de l'application, comme on l'a vu sur les exemples précédents. Tu peux passer à la slide suivante, Enzo? Yes. Et justement, on a une petite démo à vous montrer avec Marc, qui est dans le thème du moment. Donc, je laisse la parole à Marc pour nous en parler. Alors, super, merci beaucoup. Alors, moi, ce n'est pas aussi sérieux que ce qu'a fait Marcus là, de chez nous. Je ne suis pas sur un thème très entreprise. Je suis vraiment sur un thème du moment. Donc, je cherchais à faire une app pour les clients qui permet de voir les capacités de l'outil et sans pour autant être dans trop la contrainte de l'entreprise, etc. Donc, j'ai pensé à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, pourquoi? Parce que je regardais le match de la France, puis celui de l'Argentine juste après. Et puis, la question du moment, c'est de se dire qui va être meilleur buteur, non pas de la Coupe du Monde, mais de tous les temps de la Coupe du Monde. Donc, c'est le match entre Messi et Mbappé. Bon, Mbappé, il a, on va dire, un peu plus d'avance dans la mesure où il est plus jeune. Donc, on va dire que sur les prochaines Coupes du Monde, Messi ne sera pas là. Mais en tout cas, le match est là. Et donc, je me suis dit, je vais faire ça dans une application et je vais permettre à des gens de voter pour dire qui sera meilleur buteur. Du coup, ça montre à la fois les capacités de OK, j'écris, donc j'interagis sur l'application, donc j'écris dans une base SQL via mes actions sur l'application, mais je vais aussi utiliser des pipelines pour mettre à jour les données en fonction des matchs, parce que je vais avoir une API sur des scores de foot, et je vais aller la scheduler toutes les 3 heures pour aller mettre à jour les scores, et du coup, mon application sera toujours à jour, et je verrai à tout moment qui est meilleur buteur de la Coupe du Monde. Donc, et surtout, tout ça dans Fabric, surtout. Tout ça dans Fabric. Tout ça dans Fabric, et tout ça, comme tout à l'heure, on l'a dit, je ne vais pas aller coder une seule ligne de code. Même les pipelines qui vont me permettre d'aller mettre à jour, donc c'est un notebook, ce pipeline-là, je les vais coder via les MCP serveurs, comme on l'a montré tout à l'heure. Donc, petit point important, aujourd'hui, c'est une preview. Donc, quand vous créez les capacités côté Fabric, faut bien se mettre dans une région qui a la feature. Donc aujourd'hui, moi, je me suis mis sur Sweden Central. Ça va arriver au fur et à mesure. Beaucoup de clients le demandent en North Europe. Ce n'est pas encore le cas. Mais soyez patients. Et si vous voulez tester, de toute façon, on reste en preview. Donc, vous pouvez le faire sur une capacité de démo. Alors, moi, pour le coup, j'ai utilisé une F4. Donc, c'est une toute petite capacité. Alors après, on n'est pas à 150 à utiliser l'application en temps réel, en même temps, en concurrence. Mais ça tient bien la charge. Donc derrière, ça va être, comme on l'indiquait tout à l'heure, c'est hoster l'application et avoir la base de données qui permet d'enregistrer, de persister lorsqu'il y a une action qui est faite par un utilisateur. Donc une fois que j'ai créé l'item, comme on le précisait, je ne vais pas avoir grand-chose à faire si ce n'est passer 2-3 commandes. Donc on va se mettre sur un PowerShell et puis on va aller faire cette première commande, puis ensuite se connecter sur l'Entra ID. Et là, quand on va être sur l'interface, l'application va nous demander, l'interface va nous demander de choisir un template. Donc, soit on parle d'un blank, soit on va être sur une app, ou soit plutôt une app plutôt orientée analytics. Donc, tout ça, c'est assez intuitif. Je ne vais pas le faire là parce que effectivement, l'idée, c'est pas de vous montrer pas à pas, mais vraiment le résultat. Et si je peux me permettre, Marc, on peut aussi utiliser GitHub Copilot ou Cloud Code aussi, notamment,
pour lui Tout à fait. demander de tout nous générer, hein. Moi, je l'ai testé hier dans le train pour te dire, hein, dans le train, j'ai fait une demi-heure une application de gestion de signature aussi avec GitHub Copilot où je lui demandais, voilà, je vais faire l'application, j'ai fait un beau prompt et il m'a tout fait sans même lancer l'in code que tu as montré. Alors, C'est super fort. Alors, moi, étant un peu conservateur et je sais que c'est la guerre des tokens, j'utilise vraiment l'IA au moment où j'en ai le plus besoin, c'est-à-dire au moment où on va construire l'UX et justement toute la partie vraiment front. Donc, toutes ces commandes, effectivement, on pourrait le faire directement depuis Cloud Code ou depuis GitHub Copilot. Mais une fois que moi, j'ai déployé l'application, on va dire, avec la structure, c'est là où justement j'utilise GitHub Copilot. Donc, vous voyez, on a changé de thème puisqu'on est sur le terrain de foot, donc on est en vert. Et là, voilà ce que je lui ai dit. Je lui ai dit tout simplement, crée-moi une application web sur la Coupe du Monde en mettant les meilleurs buteurs, les passeurs. Je me suis même amusé à rajouter les images. Donc, il va me chercher tout seul les images des joueurs de foot, les passes décisives, etc. Enfin, après, on peut aller très, très loin. Et ensuite, je lui ai demandé de me créer le pipeline. Alors ça, c'est un point important. Aujourd'hui, dans Refine, on ne peut pas aller créer de function, finalement, et c'est pour ça que j'ai utilisé pipeline. Mais demain, vous aurez aussi cette capacité d'appeler des API, de générer du code dans l'application. Donc, ça sera vraiment un back-end, un peu comme on a aujourd'hui dans des Azure Functions ou dans des UDF sur Fabric. On l'aura demain dans Refine. Voilà, donc ce que fait l'application, ça va me donner le classement en direct donc, des buteurs. Ça va me donner la partie donc meilleur buteur et meilleur buteur historique. Et ensuite, je vais pouvoir rajouter des favoris. J'ai rajouté ensuite le multilingue pour faire pour passer de l'anglais au français. Si on regarde plus en termes d'architecture, donc j'ai toute la partie pipeline qui est ici. J'ai la base de données parce qu'in fine, on va mettre à jour la même base de données qui est utilisée via les graphes API côté front-end et donc côté application, avec les données qui vont être à jour à la fois du coup par les API, mais aussi par les utilisateurs qui vont eux finalement voter pour leur meilleur buteur. Voilà. Donc c'est un peu l'esprit. Faut savoir qu'aujourd'hui, donc si maintenant je passe sur, je vais directement vous montrer, j'ai fait suffisamment de teasing, je vais vous montrer l'application. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'est pas possible de faire une appli publique. Donc, je m'explique. Un peu comme vous le faites aujourd'hui sur Fabric, pour s'authentifier, il va falloir être dans l'entra, pouvoir avoir un compte guest ou directement dans l'entra du tenant de Fabric, et ensuite s'authentifier avec le MFA, etc. etc. Je te remets à l'écran. Ouais. Vous voyez l'écran, c'est bon? Ouais, c'est bon. C'est moi, je t'ai pas vu. Ok, super. Donc, j'ai ce workspace et donc voilà les artefacts que ça m'a généré. Donc, l'application, le pipeline qui va me mettre à jour les données, le schedule parce que je veux le faire tous les 3 heures. Donc, j'ai un data factory qui va m'appeler toutes les 3 heures, le notebook qui, lui, va mettre à jour les scores, la base de données. Et comme on le disait tout à l'heure, l'esprit de Fabric, c'est quand même aussi l'analytics. Donc, toutes les données transactionnelles que je vais avoir au travers de l'application et au travers des interactions des utilisateurs, je vais pouvoir l'utiliser tout de suite via un endpoint SQL, plutôt analytics, pour pouvoir faire des reporting sur Power BI. Voilà. Donc, je le disais tout à l'heure, si je clique sur l'application, je vais avoir ici donc une URL, parce que là, vous voyez, je suis sur l'interface Fabric, mais l'idée, c'est quand même de donner une URL directement à l'utilisateur pour qu'il le mette dans son navigateur et finalement, on ne voit pas que ça a été généré depuis Fabric. Donc, je peux l'ouvrir depuis Fabric, mais je peux aussi l'ouvrir depuis l'extérieur comme une application web quelconque. Là, D'ailleurs, petite info, il y a aussi des réflexions autour de le rendre public, d'avoir la possibilité de le rendre public. Tout à fait. Comme tu l'as très bien dit, ce n'est pas encore le cas, mais c'est prévu. Voilà, c'est dans la valise, dans la mallette. Exactement. C'est vraiment les features qu'on attend. C'est typiquement pour une appli comme ça, il n'y a pas de confidentialité particulière. Et l'idée, ce serait de pouvoir la rendre accessible à tout le monde sans aller s'authentifier. Donc, une fois que si je passe en mode app, là, justement, je vais voir mon application. Donc là, je suis déjà logué. Je vais pouvoir directement avoir accès à l'application. Mais si je me mets vous voyez toujours mon écran. Là, vous voyez que je suis en anonyme. Et là, on me demande de me connecter à l'application Fabric pour pouvoir y accéder. Soit je fais une demande par mail,
soit D'ailleurs, là, on voit l'écran Coupe du Monde directement. Je ne sais pas si c'est un mal Marc. Alors non, vous devriez voir Peut-être partage l'entièreté de ton écran, peut-être. Ouais, ça sera. Ouais, je pense que c'est à cause de ça. D'accord, ok. Alors, je vais le faire différemment. Tac. Mais sinon, très jolie vue, hein. On voyait les scores et je suis en train de comparer avec la réalité. Je crois que c'est des vrais scores. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Et j'ai pas regardé ce matin, donc je fais confiance. Hein. Je fais confiance. Donc, je vais partager tout mon écran. Ça sera plus simple. Hop. Donc, et je te remets sur celle-là. Et voilà. Donc ici, vous voyez, quand je suis sur un écran, donc je suis en mode incognito. Et là, justement, on me demande de me loguer sur l'application. Et donc là, je vais faire exactement la même chose que si je me connectais sur une application Power BI, sur un rapport Power BI. On va me demander mon email et puis je vais devoir me loguer, m'authentifier et avoir accès au workspace ou en tout cas aux artefacts pour pouvoir me connecter à l'application. Là, l'idée, c'est que, comme tu disais, Enzo, tout à l'heure, demain, je puisse le faire de manière publique parce que toutes les applications ne sont pas censées être sécurisées au point d'un rapport avec des données Power BI. Voilà. Oui, et puis on n'a pas toujours envie de mettre tous les utilisateurs dans notre ID pour accéder à l'application. Ce qui est hyper contraignant là, puisque ça veut dire que moi, à chaque fois qu'un utilisateur veut y accéder, j'ai fait une logic app qui donne accès en tant que guest à l'email externe. Puis ensuite, je lui donne les droits dans le workspace. Enfin, je lui donne les droits au niveau Fabric Power BI. Voilà. Yes. Donc, si je retourne sur l'appli, donc j'ai cette vue-là qui est la vue plutôt Power BI. Donc là, on reste dans l'univers Fabric. Mais j'ai aussi, si je retourne dans ma configuration, j'ai aussi l'URL qui est disponible. Et donc, si je me connecte sur une page vierge, je vais avoir vraiment, vous voyez, l'URL. Et donc là, on ne voit même pas que je suis dans Fabric, hein, puisque vous voyez une URL. Clairement. Voilà. Même les images et tout, tu as tout récupéré automatiquement, etc. J'ai tout récupéré automatiquement. Donc là, l'idée, c'est en fait, pourquoi j'ai fait les votes aussi, c'est parce que l'idée, c'était pour montrer qu'on est aussi dans l'interaction. Et si je mets, voilà, par exemple, Enzo, il vote pour qui finalement? Je n'ai pas voté, moi, je crois encore. Je ne vais pas aller voter. Ouais. Je ne suis pas allé voter, moi. Donne-moi pour qui tu serais, qui va finir meilleur buteur, c'est ça? Je crois que tu me cherchais. Mbappé. La réponse est évidente. Évident. Ah ouais. Voilà, donc Enzo l'a voté pour Mbappé et finalement Mbappé, on voit qu'il est populaire, on est un peu chauvin en France, donc il est voilà, on suppute qu'il finira meilleur buteur et pas Lionel Messi. Et donc voilà, donc ça s'est mis à jour. Et derrière, je vais vous montrer la base de données qui est le sous-jacent. Mais voilà l'idée. Donc, je vais pouvoir filtrer par pays. Donc, si je regarde, pour rester dans la France, je vais pouvoir regarder qui est le meilleur buteur, à la fois français, à la fois. Donc, il y a Kylian Mbappé, après, c'est Ousmane Dembélé, etc., etc. Et là, si je regarde All of Time, je vais avoir, donc là, par contre, il y a un petit bug, tu vois. Donc, ce matin, je n'ai pas regardé, mais il m'a enlevé. Alors, non, parce que je suis toujours sur la France, pardon, autant pour moi. Si je fais All, voilà, pour l'instant, c'est Lionel Messi avec 19 réalisations depuis le début de son histoire avec la Coupe du Monde. Tu vois, c'est le journaliste qui a interviewé Mbappé qui s'est trompé en lui disant vous êtes à 17 buts avec ton application. Il aurait pu avoir les données à jour, justement. C'est ça, exactement. Voilà. Donc voilà le principe. Donc c'est assez simple. C'est pas une application très complexe, mais ça montre. J'ai pu rajouter le multilangue, donc ça aussi, ça peut être intéressant. Ah ouais, et pour terminer, quelque chose qui est intéressant de voir aussi, c'est finalement la base de données. Hein. Donc ça me l'a déployé par rapport à ce qu'on faisait avant avec Translytical, où on pouvait déjà depuis Power BI mettre à jour des données avec une base de données. Là, ça m'a déployé, donc il fallait au préalable créer la base de données et ensuite la connecter au rapport Power BI avec le composant qui permet d'insérer des données. Là, ça m'a tout généré et ça m'a généré même les tables. Donc là, pour le coup, j'ai les favoris, les goals, les players, etc. Et si je regarde favoris, justement, c'est ce qu'on vient de mettre à jour. Je vais retrouver. Il manque un petit truc, Marc. Tu aurais pu nous mettre le replay YouTube du but en question à chaque fois. C'est peut-être la prochaine étape. Voilà. Marc, tu as Enzo qui vient d'apparaître. Voilà. Marc, on peut te demander combien de temps ça t'a pris pour développer tout ça? Alors, très honnêtement, il y a plusieurs modes dans le vibe coding. Il y a ce qu'on appelle le YOLO jusqu'au, on va dire, la partie plus professionnelle,
moi, je l'ai fait un peu à l'arrache, donc j'ai été rajouter des fonctions au fur et à mesure. Donc, ça prend un peu de temps, puis c'est itératif avec le GitHub Copilot et le LLM. Alors, on va s'amuser à rajouter. On ne s'arrête jamais finalement parce que c'est tellement simple et ça donne tellement envie de faire. Et puis, c'est visible, hein, c'est pas comme quand on fait des pipelines Power BI, Fabric, etc. Là, on voit tout de suite à l'écran ce qui s'affiche, mais j'ai mis moins de 2 heures. Voilà, c'est ça qui est fou, parce que bon, ok, c'est un premier concept, enfin, on va dire c'est un peu comme un POC, mais disons que tout ce qui a été développé en l'espace de 2 heures, c'est quand même assez hallucinant. Ok, je suis d'accord que c'est pas encore production ready, mais déjà, tout ce qui est fait là, c'est très impressionnant en si peu de temps. Et l'avantage d'un Refine, justement, et du SDK, c'est vraiment le concept, c'est de dire, vous, aujourd'hui, vous développez beaucoup d'applications via le vibe coding, on en voit plein, mais combien vont réellement en production? Et l'idée de Refine, c'est de se dire que, au-delà de, OK, j'utilise mon LLM, mon GitHub Copilot ou mon Claude pour coder l'application en vibe codant, c'est que je vais avoir les garde-fous pour avoir la sécurité qui va bien, puisque je l'ai au travers les mécanismes qui sont déjà dans Fabric. Voilà. C'est vraiment ça l'idée. C'est exactement ça que je trouve très fort. C'est là, tu vois, j'ai un besoin chez un client qui doit saisir de la donnée, de l'information pour des déclarations. Et c'est de se dire, en fait, tu peux, dans Fabric directement, te faire une interface super jolie, super sexy, avoir la base qui, en plus, historise ces déclarations, etc., avec un peu des signatures, comme tu as montré, Mikaï, tout à l'heure, et tout ce qu'il faut. Tout ça dans Fabric directement, parce qu'en plus, moi, derrière, une fois que j'ai des déclarations, il faut que je fasse du reporting par-dessus, ces déclarations-là. Voir si les gens ils ont bien déclaré, s'ils sont en conformité, etc. Et en fait, là, on se retrouve où on a tout dans Fabric, et surtout du déploiement qui est sécurisé, parce que, en fait, la base de la base, là, aujourd'hui, c'est la partie intra-ID. Donc là, ce qui fait foi, c'est votre intra-ID, votre AD dans Azure. Pour te dire, Enzo, et toi aussi, Marc, là, à l'heure actuelle, sur les outils de vibe coding et d'application, ce qui manque souvent, c'est cette partie sécurité, hébergement API, que là, du coup, Fabric Apps hérite directement de la plateforme. Et du coup, c'est vraiment un très, très gros avantage concurrentiel qu'il n'y a pas forcément avec les autres outils de vibe coding. Donc, c'est vraiment top. Et même en termes de conso aujourd'hui, c'est plutôt light. Alors, j'ai pas fait des tests poussés encore, et je pense qu'on n'a pas beaucoup de recul encore, puisque c'est tout nouveau, mais de ce que je vois, c'est pas en termes de CU, dans le monitoring que vous avez l'habitude d'utiliser, c'est très light. Ce qui va le plus finalement consommer, c'est ce qu'on connaît déjà, c'est la base de données SQL qui est derrière l'application. Tu as dit que ça tournait sur une F4, c'est ça? Ça tourne sur une F4. Oui, donc déjà, après avoir en production évidemment, mais après, pour revenir aussi à la question qu'on avait tout à l'heure de Mourad, vu que ça reste un objet Fabric à part entière, ça va se monitorer, on va pouvoir suivre la consommation et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est l'avantage aussi. Vu qu'on reste dans le même écosystème, on peut du coup bénéficier de tout ce qu'on a avec le FUAM, avec le Cost Analyzer, etc., pour monitorer et améliorer, optimiser ces sujets. Sachant que normalement, par défaut, déjà, tout ce qui est développé, c'est optimisé parce que c'est fait par de l'IA. Donc, l'IA, by design, optimise aussi en conséquence l'application. Je pense qu'une appli, si on devait la développer nous-mêmes, on ne serait pas aussi rapide, autant fluide qu'une IA aujourd'hui. Super. Marc, est-ce que tu avais fini avec ta démo et tes informations que tu voulais distribuer, diffuser? C'est très, très bon pour moi. C'est OK. Allez, super. Écoutez, messieurs, je vous propose qu'on a dépassé de 8 minutes. Je ne vais pas vous déranger et on va aussi libérer les 30 personnes qui sont encore là sur le live. Messieurs, merci beaucoup pour votre temps et pour la préparation. On espère que Marc, ton application nous portera bonheur et que le 17 juillet, on puisse fêter ça sur LinkedIn. Je ferai un beau post LinkedIn avec ton application, je l'espère. Super. Messieurs, merci beaucoup. Passez une très belle journée, très bon été et je vous dis à bientôt. Merci à tous. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir.